Monsieur le recteur de l'université de Ziguinchor, Monsieur le secrétaire général de l'université de Ziguinchor, Monsieur le représentant de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal, Monsieur le préfet, je pense que vous ne me tiendrez pas rigueur d'avoir écorché un peu le protocole, mais c'est nous dans nous, autorités universitaires et académiques, messieurs les maires et présidents de conseil rural, autorités administratives, religieuses, chers participants, quoique sans plus tarder, nous allons pouvoir démarrer nos travaux de ce matin qui vont se dérouler selon le chronogramme que vous devez avoir sous les yeux, avec dans un premier temps un petit mot de bienvenue de la part du recteur, parce que c'est lui qui aujourd'hui nous reçoit. Ce sera ensuite au tour du président du conseil régional de nous souhaiter la bienvenue avant que je n'intervienne pour ouvrir officiellement les travaux de cette importante journée. Il sera par la suite observé une petite pause café de 10 à 15 minutes avant qu'on ne démarre les ateliers qui sont au nombre de 5 sous la présidence de M. Chérif Baldé et de M. Eugène Tavares. Le deuxième atelier portera, lui, sur le thème gouvernance, sous la houlette de M. Jean-Alain Goudiaby, de M. Ousseynou Diène Koli Diouf et de M. Madi Bathily. Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Monsieur le vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération de l'université de Ziguinchor, Monsieur le secrétaire général de l'université de Ziguinchor, Messieurs les directeurs d'unités de formation et de recherche, Monsieur le directeur général de l'agence de développement local, Messieurs les directeurs des ARD de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, Monsieur l'agent comptable particulier, Messieurs les chefs de services régionaux de Ziguinchor, Messieurs les membres du personnel administratif, Messieurs les inspecteurs d'académie de Kolda, de Ziguinchor et de Sédhiou, chers collègues enseignants, chers étudiants, mesdames et messieurs, ce mardi 26 février 2013, c'est au tour de la région Sud d'organiser sa concertation régionale sur l'avenir de l'enseignement supérieur après celle de Saint-Louis, de Dakar, de Diourbel et de Thiès. Cette journée est ainsi placée sous la coprésidence du gouverneur de Ziguinchor, du président du conseil régional de Ziguinchor et moi-même recteur de l'université de Ziguinchor. Je voudrais à cette occasion remercier le président du conseil régional de Kolda, le président du conseil régional de Sédhiou, M. Mamadou Lamine Dramé, pour leur disponibilité, pour avoir accepté tout de suite la proposition de participer à cette concertation.
Je mesure à sa juste valeur les efforts qu'ils ont déployés pour être parmi nous. Je remercie aussi toutes les délégations venant des régions de Sédhiou, de Kolda et tous ceux qui, à Ziguinchor, sont venus pour réfléchir ensemble sur les enjeux de l'enseignement supérieur dans la partie méridionale du Sénégal. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil régional de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs, l'Université de Ziguinchor, à travers toute sa communauté, est honorée d'organiser avec les représentants de l'État et le détenteur du suffrage local les assises régionales sur l'enseignement supérieur. Notre institution, qui a ouvert ses portes en 2007, s'est toujours placée dans la dynamique de partage, de partenariat avec tous les segments de la région de Ziguinchor et même de Sédhiou et de Kolda. Je serais tenté de dire que la concertation régionale sur l'enseignement supérieur est vécue tous les jours chez nous, parce que toutes les manifestations scientifiques, culturelles et même festives sont des occasions pour la communauté universitaire de notre institution d'échanger avec les autorités administratives, les élus, les acteurs du monde économique et aussi la société civile. Je rappelle que l'Université de Ziguinchor organise chaque année une journée Université Monde Professionnel qui constitue un cadre d'échange et de collaboration entre l'institution et le monde de l'entreprise. La journée Fête de la Science, les journées internationales des mathématiques, le workshop Casamance Sun participent aussi à cette dynamique de dialogue entre le monde professionnel et l'Université de Ziguinchor. Mesdames et Messieurs, l'Université de Ziguinchor maintiendra cette ouverture vers le monde professionnel, vers les élus, car il y va de son avenir. Les étudiants que l'université forme devront trouver des emplois à leur sortie. Le contrat de performance que nous avons signé il y a de cela 3 mois place parmi les objectifs de l'institution le renforcement des liens avec le monde professionnel. Pour atteindre cet objectif, l'université facilitera l'intervention des professionnels dans les enseignements, mais aussi veillera à accompagner les étudiants à trouver des stages dans un contexte de licence, master, doctorat, communément appelé LMD. Est-il besoin de rappeler d'ailleurs que le conseil d'administration de l'université compte en son sein la SUNEOR, le PADERCA, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, l'agence régionale de Ziguinchor, mais aussi des représentants de la mairie et du conseil régional. L'université de Ziguinchor a besoin des élus, car nous partageons l'objectif de développement local. C'est le lieu encore pour moi de remercier la mairie pour l'attention qu'elle porte à notre déficit d'infrastructures en nous prêtant ses anciens locaux. Je n'oublie pas aussi la disponibilité du président du conseil régional de Ziguinchor pour nous avoir facilité la mise à disposition pendant 2 années de suite du bâtiment qui se trouve juste derrière l'amphithéâtre de l'université. J'en profite d'ailleurs pour demander aux présidents des conseils régionaux de Sédhiou, de Kolda, d'œuvrer dans leur mission quotidienne à trouver des partenaires pour cette jeune institution. L'université de Ziguinchor, si elle a des infrastructures, des financements, pourra aussi accroître sa capacité d'accueil et atteindre le seuil de 10 000 étudiants qu'elle s'est fixé dans un horizon de 5 ans. Mesdames et Messieurs, la concertation régionale sur l'avenir de l'enseignement supérieur que nous organisons
réfléchira sur 5 thèmes majeurs qu'il me plaît de rappeler à la suite de Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor: la recherche et l'innovation, l'ouverture et l'internationalisation, les financements, les offres et la qualité, puis la gouvernance. Chacun de ces thèmes nous concerne au plus haut point. L'Université de Ziguinchor va connaître, j'espère, dans les prochaines années, ses premiers docteurs, vivier dans lequel l'université compte trouver les futurs enseignants-chercheurs. Elle a l'ambition aussi d'avoir des laboratoires de recherche de qualité. Quant à la gouvernance, elle sera renforcée avec la composition paritaire du conseil d'administration prévu dans le projet de loi cadre sur les universités. Le monde socio-économique trouvera sa place entière dans le management de l'université de Ziguinchor. Je ne voudrais pas déjà commencer à traiter de ces thèmes et je laisse le soin aux experts que vous êtes de nous faire les recommandations pour le développement de l'enseignement supérieur dans la région sud du Sénégal. Le comité de pilotage, souhaitant manifester un grand intérêt pour la concertation du Sud, mais la vice-présidente, Mme Aminata Sall Diallo, et ses collaborateurs ont été rattrapés par une urgence, une autre urgence. Une réunion convoquée par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour régler définitivement les orientations des bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur privés. Notre université a souffert ces temps-ci de perturbations liées à cette non-orientation de nouveaux bacheliers. J'ose espérer que nos travaux trouveront aussi des réponses à cette lancinante question corrélée aux difficultés de logement adéquat pour les étudiants. Tout en restant reconnaissant à l'égard de votre disponibilité, votre engagement pour un enseignement supérieur performant, je vous remercie de votre attention. Merci. Je suis persuadé que les travaux que nous engageons aujourd'hui, les thèmes qui sont soumis à nos débats et qui portent tous sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal sont d'une importance pour le futur de notre pays. Que ces thèmes ne nous offrent qu'une seule alternative, à savoir la réussite. Oui, mesdames et messieurs, il nous faut à tout prix réussir cette concertation qui intervient 2 mois seulement après celle importante sur portant. Excusez-moi. Il nous faut réussir à tout prix cette concertation qui intervient seulement 2 mois après, portant sur le thème éducation et formation dans la région de Ziguinchor, évolutions et défis, initié par le Conseil régional en partenariat avec l'inspection d'académie. Ces 2 rencontres successives qui ont mobilisé toute la crème éducative et universitaire dans la région, ainsi que les partenaires de l'école, montrent en effet avec éloquence combien la situation du système éducatif est préoccupante, tant au plan local que national. Ces conclaves sont également la preuve d'une prise de conscience très forte et d'un niveau d'engagement très élevé des autorités académiques, étatiques, locales, bref, de tous les acteurs de l'éducation par rapport, d'une part, à la nécessité de trouver très vite des solutions idoines aux maux qui gangrènent notre système éducatif et, d'une part, à l'urgence de mettre en œuvre les remèdes préconisés. Ziguinchor, dans cette assiette des offres de sortie de crise, seront à la une de la qualité des participants ici réunis. Toutefois, mesdames et messieurs de la communauté éducative et universitaire, et partenaires, au-delà de ces idées pertinentes qui naturellement émergeront ici, nous sommes appelés à déterminer de façon claire nos propositions et à prendre des engagements concrets par rapport aux différents thèmes soumis au débat et portant essentiellement
sur des sujets aussi cruciaux que l'offre de qualité, la gouvernance, l'ouverture et l'internalisation, la recherche et l'innovation et enfin le financement. En termes plus clairs, quelle université voulons-nous pour notre région? Qu'est-ce que chaque acteur, chaque partenaire ici présent est prêt à faire réaliser à notre ambition? Est prêt à faire pour réaliser notre ambition? En répondant à ces deux questions centrales, nous aurons certainement réussi à établir une feuille de route consensuelle garantissant la montée en puissance de notre université pour un pôle universitaire interrégional, voire sous-régional, et à résoudre de moitié les problèmes qui gangrènent sa bonne croissance. En tout cas, c'est l'ambition que le Conseil régional de Ziguinchor nourrit pour notre jeune université. C'est pourquoi notre institution estime que la faiblesse de ses moyens et les limites juridiques qui encadrent ces domaines de compétences ne sauraient constituer de frein aux nobles ambitions qu'elle nourrit de façon légitime pour ce sample de savoir régional. Pour ma part, je puis d'ores et déjà vous réaffirmer tout le soutien des pouvoirs publics qui ne ménageront aucun effort pour que les conclusions et recommandations de vos travaux puissent non seulement alimenter efficacement les concertations nationales, mais aussi et surtout être utilisées convenablement au niveau local, de manière à permettre à l'université de Ziguinchor et à tous les autres instituts privés de formation et d'enseignement supérieur d'assurer pleinement leur vocation. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements et félicitations au nouveau recteur à qui je souhaite une fois de plus beaucoup de baraka, beaucoup de chance, ainsi qu'à tous ses collaborateurs et partenaires pour la parfaite organisation de ces assises qui cadrent bien avec la politique, la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, vision qui se veut de promouvoir un système d'éducation et de formation en phase avec les exigences du développement économique et social, équitable, efficace, plus engagé dans la prise en charge des exclus et reposant sur une gouvernance vertueuse et inclusive, une responsabilisation plus accrue des collectivités locales et des acteurs à la base. Je souhaite plein succès à vos travaux que je déclare à présent ouverts et vous remercie de votre aimable attention. La séance est suspendue. Résumé, et avec l'aide du commissaire, il pourra éventuellement communiquer dans ce domaine parce que nous travaillons en étroite collaboration dans la gestion de l'ordre public. Et nous avons constaté quand même que les réactions, l'information est un peu tardive. Et quand elle vient, nous sommes obligés de faire de la répression, alors qu'en amont, on pouvait essayer de faire de la prévention s'il y avait ce cadre-là. Je m'excuse franchement si j'ai trop. Si vous me permettez, comme il doit partir, je pense qu'il y aura un autre cadre de communication avec le préfet, mais je voulais seulement intervenir par rapport à ces préoccupations. C'est-à-dire, le recteur n'est pas le représentant du ministre de l'enseignement supérieur. Loin de là, le préfet, le gouverneur ont toujours ces prérogatives. Mais le problème dans les universités, c'est en fait la question des franchises universitaires. C'est qu'on veut éviter, les franchises universitaires, malheureusement, les gens résument ça souvent à la non-présence des forces de l'ordre. Ce n'est pas ça. C'est qu'on veut enlever l'université de toute emprise de l'État, de l'autorité politique. C'est uniquement ça. On veut éviter que les universitaires soient dictés dans leur conduite par l'autorité politique. Soient soumis à une quelconque autorité. Et cela a une conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire, quand les recteurs et les universitaires, dans la marche normale de l'université, ils n'ont de compte à rendre à aucune autorité.
C'est ça, c'est les français universitaires, c'est une loi de 94 si je ne me trompe pas. Maintenant, cela a une conséquence, c'est quoi? C'est que les pouvoirs de police qui sont reconnus au préfet dans son département, les pouvoirs de police, les pouvoirs d'ordre public, au niveau de l'université sont transférés au recteur. Le recteur, quand par exemple il demande aux forces de l'ordre d'intervenir, il n'a pas besoin de passer par le préfet. Il demande directement aux forces de l'ordre d'intervenir, par l'écrit. Mais malheureusement, c'est vrai, si ça déborde de l'université, ça va maintenant dans les pouvoirs du préfet. C'est dans ce cadre-là. D'où l'intérêt que vous avez, l'intérêt qu'il y a de définir, je suis d'accord, ce cadre de concertation. Pas dès que ça sort de l'université, c'est le préfet qui est compétent. Donc c'est uniquement ça, mais il est clair, c'est un problème qui est souvent à Thiès, à Saint-Louis, où il y a ce débat-là. C'est uniquement ça. On ne veut pas que le préfet rende compte que le recteur rende compte au préfet. Non, non, non. L'université, c'est ça, c'est liberté académique. Pas besoin de rendre compte. Non, c'est pas dans ce cadre-là. Donc, il faut quand même... dire, compte tenu de ce qu'il y a, il faudrait peut-être autre chose. Je pense que ça c'est important. Et ensuite, caractérisons l'offre de formation. Est-ce que c'est en termes de structure? Est-ce que c'est en termes de contenu? Est-ce que c'est en termes de moyens, en termes humains et matériels purs qu'il faut? Je pense que c'est là où je voulais attirer votre attention. Supérieur. Je pense que jusque-là, il est vrai, l'enseignement supérieur sénégalais n'est pas aussi mauvais que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les mutations et tout ça, il y a une tendance vraiment où vraiment il faut revoir un peu, rééquilibrer les choses. Parce que la tendance va vers, je veux dire, un déséquilibre qui de plus en plus est quand même assez important. Donc à mon avis, là, quand on parle de l'élaboration, c'est peut-être parce que la plupart des curricula que nous avons au niveau supérieur sont élaborés que par l'université, que par des professeurs d'université qui restent entre eux et qui, en fait, élaborent un programme de formation. Aujourd'hui, on veut avoir quelque chose qui est en phase avec la réalité du monde du travail. Et à ce niveau, je pense qu'il serait pertinent qu'on trouve un cadre institutionnel où les professionnels pourront également donner leur mot sur les formations, les offres de formation qu'on donne parce que, en effet, ce sont ces étudiants qui sortent des universités qui vont intégrer le monde de l'entreprise. Et que donc, si nous intégrons déjà, si on trouve un cadre institutionnel où les, je ne sais pas, les syndicats de patronat ou quelque chose comme ça, en tout cas qu'il y ait un cadre où, lors de l'élaboration des offres de formation, qu'ils puissent vraiment donner leur point de vue dans l'élaboration de ces offres de formation. Je pense qu'il y aura déjà une pertinence dans le cadre de la formation. Donc, est-ce que l'université peut élaborer un plan de financement annuel? En principe, c'est ce qui se fait. Est-ce que l'État tient compte du plan de financement élaboré par l'université? Normalement, c'est ça. Est-ce qu'il l'applique? Enfin, orienter beaucoup de gosses dans ces lycées techniques, premièrement, pour pouvoir désengorger l'université car il n'y a pas assez de financement. Deuxièmement, les cadres de l'université n'ont qu'à s'asseoir pour trouver des partenariats. Des partenariats, peut-être au niveau de l'université, il y a des managements. Il y a des managements qui peuvent penser, peut-être, qui sont là-bas, par exemple, un conseil au niveau de l'université, qu'ils vont inviter, par exemple, tous les responsables. Bon, tous les responsables. Donc, alors pour voir comment faire pour sortir de cette crise. Ces managements, voilà l'université. Maintenant, peut-être, tout le monde veut s'approcher de l'université. Voilà l'université, comment faire par exemple pour attitrer par exemple l'université pour lui donner, pour faire pour que l'université peut avoir d'autres ressources. Le bateau, il a connu Dakar, il a pris l'avion, il a connu la France. En l'espace pratiquement de 48 heures. Vous pensez que ce gosse-là trouvera, au même titre que le jeune étudiant de Dakar,
un stage ou un emploi à Dakar ou à Saint-Louis. Ce n'est pas possible. Il ne pourra le trouver principalement qu'à Ziguinchor. Et il n'y a pas d'entreprise. Et c'est pourquoi je crois que le port et tout se trouve à Dakar. Je pense qu'il y a problème. Je pense qu'il y a problème. Et par conséquent, il faudra que les universités, pour justement pouvoir profiter au maximum de l'économie locale, la fouetter. Vous avez parlé, vous avez dit, régénérer cette ouverture doit passer par la consolidation ou bien en tout cas la recréation du tissu économique. Le social là, on ne doit pas l'oublier au profit de l'économie. Ici, économie, j'entends désigner usines, industries, petites et moyennes entreprises, etc., etc. Là également, il faudrait que l'on cherche à trouver quand même un mélange savant, aussi bien pour le social que pour l'économie. En termes d'ouverture, je crois que là, ça serait plus pertinent. Je passe la parole à... Il avait demandé la parole. Monsieur, c'est comment répondre à certaines questions par rapport au taux d'encadrement. Je pense que la région de Ziguinchor, pour ne pas dire Sédhiou et Kolda, on a des chefs de service par secteur. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont un niveau de hiérarchie A1 et autres, donc qui sont dans des secteurs pêche, agriculture, environnement et autres. Est-ce qu'ils interviennent au niveau de l'université? Point d'interrogation. Donc le capital par rapport à ce monde professionnel, on en trouve au niveau, si on prend la ville de Ziguinchor, ils sont nombreux les chefs de service qui peuvent donner des cours au niveau de l'université, en rapport avec l'ensemble des départements, même les départements techniques. Il y a des chefs de service issus de ces départements, donc ils peuvent donner des cours au niveau de l'université. Harmonisez-les. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que localement, par les différents acteurs, pourquoi on précise localement? Structuration de la mettre en place. Je pense que c'est une très bonne initiative et vraiment, nous sommes vraiment contents. Et quand nous leur rendrons compte, et ils comprendront, on va essayer de leur faire comprendre le sens même de cette rencontre. Et finalement, les gens se trouveront à l'aise et l'institution aura le sens qu'elle doit avoir. Merci. Faire l'inventaire des offres proposées et évaluer leur pertinence. Ne pas enfermer l'université dans la formation des professionnels, mais il faut développer davantage la recherche. Les membres de l'atelier ont suggéré la création d'un cadre institutionnel pour permettre un échange régulier entre les différents acteurs de l'université, université, collectivités locales, société civile, secteur privé, par l'éducation supérieure, doit jouer le rôle de veille et sa décentralisation est vivement souhaitée. Favoriser un partenariat entre l'université de Ziguinchor, tout simplement un pays lusophone. C'est-à-dire que nous perdons justement ces étudiants parce qu'ils ne trouvent pas un cadre approprié à leur profil d'étudiants. Elle doit aussi autant veiller aux spécificités locales, autant elle doit s'ouvrir au monde en s'adaptant à l'évolution des connaissances. Les offres de formation doivent comprendre des filières transversales qui permettent la mobilité des étudiants. Secondaire, moyen et primaire pour permettre la cohérence dans le parcours. Parallèlement à l'enseignement général, favoriser l'enseignement technique et professionnel en passant par le moyen secondaire, ce qui aura pour effet de réduire la pression au niveau de l'enseignement général. Spécialisation adaptée aux dotations facteurs de chaque région, c'est tout simplement les spécificités régionales. Il serait aberrant aujourd'hui ici à Ziguinchor de ne pas avoir une filière, par exemple dans la formation de la pêche, de l'agriculture, etc., etc.
améliorer la capacité d'accueil des unités existantes à partir d'une bonne planification basée sur des statistiques fiables, construire de nouvelles infrastructures et renforcer les ressources financières, matérielles et humaines. Point numéro 3. Qualité de l'enseignement supérieur. L'atelier estime qu'il est nécessaire de décentraliser et renforcer l'ANAQ SUP en créant une cellule dans chaque institution universitaire, aussi bien privée que publique. Elle doit définir des indicateurs de performance et assurer le suivi-évaluation. Elle doit par ailleurs être rigoureuse dans l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement supérieur. Évaluation régulière des licences et des masters pour apprécier leur pertinence. L'ANAQ doit mettre en place une démarche de sensibilisation à la culture de la qualité, de l'évaluation et de la transparence. Une plus grande implication des partenaires publics et privés tels que les collectivités locales, la société civile, le secteur privé, l'administration territoriale et des partenaires techniques et financiers. Ceci, c'est dans le cadre, souvent, on constate que les étudiants ont souvent des difficultés de stage dans la région. Il leur est excessivement difficile, n'est-ce pas, d'avoir des stages ne serait que dans les structures. Donc, il faut amener quand même les partenaires et tout le monde à aider ces jeunes à pouvoir faire quand même quelques stages. Généraliser et renforcer régulièrement les capacités des ressources humaines. Ici, c'est tout simplement le problème de la formation même des formateurs. Point numéro 4. Adéquation avec le marché du travail. Intégrer les perspectives et les acteurs du marché du travail aux politiques d'enseignement supérieur. Veiller à ce que les établissements soient à l'écoute du marché de l'emploi. Créer des possibilités d'études flexibles et professionnellement orientées. Voilà tout simplement en résumé ce que l'atelier a maintenu et je vous remercie. Gouvernance qui se respecte, elle ne peut pas se faire sans une prise en compte des parties prenantes. Et pour ce qui est de notre atelier, on s'est dit que pour une gouvernance de l'université, il nous faut 16 propositions. Donc ce sont ces 16 propositions sous forme de points que je vais présenter maintenant. Premier élément pour cette gouvernance, on dit qu'il faut un cadre de concertation et de collaboration entre autorités universitaires, régionales. Et la question des franchises universitaires avait été évoquée, notamment dans son volet sécuritaire, c'est-à-dire créer des cadres, un cadre qui permet à ce qu'il y ait plus de sécurité dans cet espace universitaire. Deuxième point, c'est le choix des dirigeants. On s'est dit aussi que là, jusqu'à présent, les dirigeants, notamment le recteur, étaient choisis. Et en procédant à l'élection des recteurs, ça pourrait faciliter la question de légitimité. Il faut aussi travailler à une autonomisation des centres des œuvres universitaires. Si on prend l'exemple de l'université de Ziguinchor, c'est le COUD qui a été l'organe qui a permis ce portage. Donc il faut tendre vers une autonomisation de ces centres, d'une part vis-à-vis du COUD et d'autre part vis-à-vis des rectorats, puisqu'on pense que la question sociale peut être gérée en autonomie et que les recteurs auront d'autres choses plus urgentes à gérer. Et donc ça leur laissera plus de temps pour pouvoir gérer ces différents éléments-là. Autre chose, c'est de tendre vers une installation d'une commission de recrutement pour travailler là encore une fois la transparence. Cette commission qui va servir à recruter des agents de l'université et dans ces agents, il faut penser aussi à l'extension même pour les enseignants-chercheurs. Autre point, c'est de communiquer sur les différentes nominations et aussi des membres des différentes commissions. Donc, on a évoqué la question de la commission des marchés, mais au-delà de cette commission, c'est tous les autres membres des commissions qui sont visés. Et parallèlement à ce travail de clarification sur les nominations, c'est aussi rendre accessibles les différents textes qui encadrent justement cela. Là, encore une fois, c'est dans la perspective de partage d'informations et d'informations pertinentes. Communiquer sur le caractère national des universités. La question a été évoquée. On a des universités qui sont installées dans des régions, ça ne fait pas pour autant que ce sont des universités de région. Donc ce sont des universités qui ont un caractère national et donc communiquer sur ce caractère national peut éviter un sentiment identitaire, voire communautariste. Clarifier le mode de sélection à l'université
Et ça aussi, ça permet de lever l'équivoque sur la question des non-orientés qui pensent que le baccalauréat seul suffit, alors que l'on sait que le baccalauréat, c'est un diplôme nécessaire, mais non suffisant. Donc, clarifier les modes de sélection à l'université en travaillant l'information en amont au niveau des terminales, mais aussi à d'autres niveaux inférieurs. Et là, on prendrait la tâche des structures qui existent, notamment le CAOSP et les gouvernements scolaires qui existent dans différents établissements. Vulgariser les textes et manuels qui existent, les manuels de procédure, là, encore une fois, c'est plus pour faciliter la circularité de l'information, pour que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'information. Donc, autre point aussi, c'est faire des rapports d'activité. Les rapports d'activité doivent permettre à ce que les différentes composantes soient au courant des activités, et à partir de ce moment, on pourrait aussi faire des rapports de mission qui permettent de préciser le travail qui a été effectué et aussi les nominations et autres aspects qui se réfèrent à chaque service, à chaque structure universitaire. Travailler à la cohérence des textes qui régissent les différentes universités. Si l'on sait qu'il y a une différence entre le traitement des différents agents dans les différentes universités, et donc cette question devrait remettre plus de justice sociale, plus d'équité, parce qu'on aura réussi à travailler à la cohérence pour l'ensemble des universités, et donc à travailler davantage l'émergence et la consolidation d'un système national d'enseignement supérieur. Rendre effectif la coordination et les échanges entre les universités. Ce point va avec l'autre pour dire qu'on ne va pas travailler tout seul puisqu'il y a des compétences qui existent dans d'autres universités et il est intéressant que ces compétences soient mutualisées pour le bien même du système national d'enseignement supérieur. Autre point, c'est faire fonctionner les instances délibératives. Là, il faut simplement préciser qu'il existe des instances délibératives qui fonctionnent, mais là, c'est rendre davantage ce fonctionnement pertinent en ne travaillant pas simplement sur la gestion de l'urgence, mais aussi travailler dans une perspective prospective pour permettre d'anticiper les problèmes, voire même de mettre en place des plans stratégiques. Autre point, c'est de penser et de rendre effectifs les mécanismes de gestion des conflits. Nous savons tous que nos systèmes, nos universités sont souvent perturbés par les grèves notamment, et l'élaboration d'un document comme un pacte de stabilité devrait permettre en tout cas à instaurer une paix sociale, une paix sociale et du coup à travailler la question même de la tranquillité et donc de la gouvernance universitaire. Dernier slide, donc élaborer des règlements intérieurs en y associant les différentes composantes. Ceci aussi permet à tout un chacun de savoir les tenants et les aboutissants, voir ses droits et ses devoirs et pouvoir aussi les respecter. Et un règlement intérieur peut aider sous forme de contrat qu'on passe avec les différentes composantes, là aussi pour un espace universitaire apaisé et qui est un espace donc de travail et de recherche. Insister sur les droits, devoirs et prérogatives des enseignants, des personnels administratifs, techniques et de services, des étudiants, des autorités rectorales, de l'État, et là ça veut dire tout simplement que chacun doit faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et donc, tout le monde faisant ce qui doit être fait, on pense qu'avec le respect des droits et des devoirs, on devrait arriver à cette paix sociale et donc à cette gouvernance qui permet à l'université de mieux fonctionner. Et enfin, dernier point, c'est finalement vivre pleinement l'autonomie de l'université qui permet de limiter ce qu'on a appelé, nous, l'interférence du politique dans la gestion de l'université, c'est-à-dire arriver à parler d'une seule voix, qu'on ne promette pas ce qu'on ne peut pas tenir et que quand on doit dire quelque chose, on s'informe à la base de ce qui est possible. Ce qui peut nous éviter des questions, par exemple, des non-orientations ou en tout cas de la perturbation liée à ces non-orientations. Donc voilà les 16 points que je tenais à présenter au nom du groupe. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à remercier tous les personnes et les invités et les collègues qui ont participé à l'atelier intitulé Financement. Donc la question qui se posait, c'était de savoir
tout d'abord quelles sont les sources de financement dont l'institution dispose. Et à partir de ces sources de financement-là, on a essayé de répondre à la question de savoir est-ce que l'argent est utilisé de manière efficace et efficiente. Et dans un troisième temps, on a essayé de comprendre quelles sont les ressources additionnelles que l'université de Ziguinchor peut mettre en place pour augmenter effectivement ces sources de financement. Parce que nous avons constaté qu'effectivement 99% donc des ressources donc, proviennent de l'État et qu'on sait qu'effectivement la tendance, l'État a tendance à se désengager davantage, donc d'où effectivement la nécessité de prendre les choses en main et de regarder au niveau interne et au niveau régional quelles sont les stratégies à mettre en évidence pour pouvoir diversifier les financements. Donc nous avons réfléchi effectivement sur différents points et parmi ces points-là, donc nous avons d'abord identifié les sources de financement donc par rapport à ce qui a été défini avec le CDP. Donc nous avons dit que l'État effectivement met en place donc des ressources et que d'ici donc les années à venir ces ressources vont diminuer, donc d'où la nécessité donc de retrouver des ressources additionnelles. Donc parmi les sources de financement, nous avons principalement les ressources propres, les subventions et les appuis budgétaires. Et le deuxième point sur lequel donc, nous avons réfléchi, c'est la gestion budgétaire. Donc comment est-ce que l'allocation des financements doit se faire de manière efficiente. Et au niveau du troisième point, nous avons identifié d'autres sources de financement permettant effectivement d'augmenter les ressources au niveau de l'institution. Donc nous allons effectivement tenter d'apporter des éclaircissements au niveau de ces trois points-là que vous voyez ici. Donc au niveau du premier point, l'objectif principal est d'assurer un financement adéquat et continu pour les activités et le fonctionnement de l'université de Ziguinchor. Donc la principale action à prendre donc, au niveau interne, au niveau externe, est tout d'abord la mise en place d'une stratégie de financement public et privé, n'est-ce pas? Donc ici, effectivement, on va essayer de voir si l'État se désengage davantage, quelles sont les stratégies que l'université peut mettre en place, n'est-ce pas, pour imprégner davantage les industriels, les banques et les institutions privées, n'est-ce pas, pour apporter des fonds pour effectivement soutenir le financement de l'enseignement supérieur. Le deuxième point, effectivement, concerne effectivement la consolidation des liens avec l'État et le ministère, effectivement, parce que comme nous savons que nous sommes obligés effectivement de collaborer avec donc, les instances donc, suprêmes, donc d'où effectivement une collaboration étroite permettant donc, de maintenir effectivement ce niveau de financement-là. Le troisième point, effectivement, concerne l'élaboration d'un plan de financement annuel cohérent et approprié. Parce qu'effectivement, nous voyons que dans certaines circonstances, le personnel effectivement peut percevoir son salaire en retard. Donc effectivement, d'où la prise de conscience de prendre les devants, de telle sorte que donc, les ressources soient disponibles au moment voulu. Et le quatrième point concerne la mise en place de projets de recherche concertés pour apporter des financements. Parce que nous avons constaté que dans la région des Ziguinchor, effectivement, il y a des industries effectivement qui ont les financements, mais si l'institution effectivement ne fait pas le pas, donc si nous ne mettons pas en place des projets de recherche avec les étudiants en collaboration avec ces institutions-là, effectivement, nous ne pourrons pas coopter ces ressources-là. Donc nous on s'est dit effectivement on va élaborer des stratégies permettant effectivement d'imprégner davantage les industriels, les agriculteurs, ainsi de suite, pour pouvoir effectivement mettre en place des projets de recherche en mémoire et pourquoi pas en thèse, n'est-ce pas, pour avoir des financements pour renflouer les caisses de l'institution. Donc dans le deuxième point donc, qui concerne la gestion budgétaire, la question qui se posait était de savoir donc, comment est-ce qu'on peut augmenter et diversifier les ressources de financement par une meilleure mobilisation donc, des financements additionnels. Donc ici donc, nous avons répertorié différents points. Donc, par niveau de pertinence, donc effectivement, on attend bien sûr donc, vos remarques. Mais parmi ces points-là, on peut noter donc, le renforcement effectivement des formations professionnelles payantes donc, pour les étudiants et les professionnels. Donc là, effectivement, nous avons ouvert effectivement des formations payantes, donc des licences professionnelles.
et bientôt, je pense, des masters professionnels. Et cela permettra davantage, effectivement, à l'institution de retrouver des ressources qui vont lui permettre de financer ses besoins. Il y a aussi l'offre d'expertise aux différents acteurs de la communauté, comme les mairies et autres. Ensuite, nous avons la mise en place d'un fonds d'appui pour la recherche, donc c'est ce que je disais. Il faut appuyer la recherche, n'est-ce pas, pour imprégner davantage tous les acteurs qui peuvent nous apporter des fonds permettant de répondre aux besoins de l'institution. Ensuite, nous avons la mise en place d'un système de fonds compétitif, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons l'analyse des possibilités de financement en provenance de milieux socio-économiques de la région et du pays. Donc, comme nous avons constaté que la région est naturelle, là, je pense qu'on est en train de réfléchir sur les possibilités de contacter effectivement les responsables qui sont au niveau du département agroforesterie pour voir quels sont les projets pertinents sur lesquels on peut s'appuyer pour relancer effectivement la recherche en collaboration avec les industriels. Ensuite, effectivement, nous avons suggéré de développer des formations pour les entreprises et les professionnels dans la vie active. Donc, c'est le point, effectivement, que j'avais déjà souligné auparavant. Ensuite, nous pouvons élaborer des projets de recherche et de formation spécifiques pour en assurer le suivi. Ensuite, nous pouvons identifier des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la recherche. Ensuite, on peut préparer des requêtes de financement pour la recherche ciblée par type de bailleur. Parce que, comme le disait un de nos collègues, il y a des banques, effectivement, qui ont des financements pour leurs employés. Mais tant que nous, l'institution, ne fait pas le pas pour aller vers ces banques-là, effectivement, je considère qu'effectivement, c'est des ressources perdues. Donc, l'institution, on va former une cellule et dans laquelle les collègues vont se charger de démarcher les institutions, de démarcher les industriels, effectivement, pour leur proposer des offres de formation en adéquation avec leurs besoins. Ensuite, nous avons proposé de soumettre à bonne date les documents de requête. Donc, toujours dans le volet de la gestion budgétaire, on peut assurer le suivi régulier des requêtes, une augmentation progressive des droits d'inscription administrative, n'est-ce pas? Effectivement, je pense que je n'ai pas pris le bon document. Donc, il y avait eu quelques modifications qui ont été apportées. Mais ici, la question, effectivement, c'était de voir comment est-ce qu'on va imprégner les ménages, comment est-ce qu'on doit mettre en place des stratégies pour que les ménages, effectivement, contribuent davantage à la formation des étudiants. Parce que nous avons constaté que les étudiants ne contribuent pas assez à leur formation. Donc, d'où effectivement la mise en place de politiques pour les imprégner davantage à cette formation-là qui doit être de qualité, n'est-ce pas? On doit aussi effectivement encourager les UFR à diversifier leurs sources de financement par la mise en place de différents départements qui vont proposer des formations pertinentes. Ensuite, on peut mettre en place un système de partenariat avec les banques de la place pour simplifier et faciliter l'octroi de prêts à but substantiel sur le cursus des étudiants. Parce qu'on a constaté qu'effectivement, parfois, les étudiants sont en déficit et ne sont pas en mesure, effectivement, de répondre aux besoins par rapport à leur formation. Donc, d'où la mise en place de politiques et de stratégies en collaboration avec les banques pour le financement de leurs études. Ensuite, on peut tenter aussi de valoriser la recherche-action. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. Donc, la recherche appliquée, où on va tenter toujours de coopter les ressources des industriels. Ensuite, nous avons un partenariat public-privé. Donc, c'est ce qu'on avait souligné, par exemple, avec l'AMA, donc l'institution AMA. Donc, leur directeur est là, effectivement. Il est prêt, effectivement, à nous proposer des partenariats, n'est-ce pas, pour la construction des salles de classe, n'est-ce pas. Maintenant, en retour, c'est à nous de voir comment est-ce que ce partenariat-là peut être mis en place, n'est-ce pas, pour une collaboration
étroite parce qu'il y a de l'espace à Ziguinchor. Maintenant, il faudrait l'utiliser de manière efficace pour effectivement construire des salles de classe, toujours dans une perspective de diversifier les sources de financement. Ensuite, donc, l'orientation des étudiants vers les institutions privées pour financer leurs études. Et enfin, on peut prévoir de l'ingénierie de formation qui cible les banques. Donc, c'est ce que je disais, toujours dans l'optique de mettre en place des formations ou bien des offres de formation qui répondent aux besoins des banques et des instituts qui sont dans la région. Donc, pour finir effectivement ce volet budgétaire, donc, il y a le président, je pense, du conseil régional donc, qui nous a suggéré de revaloriser, donc, de faire des politiques d'incitation dans la recherche de partenariats interrégionaux, parce qu'effectivement, comme l'université de Ziguinchor effectivement, concerne la région Sédhiou et Kolda, donc d'où la mise en place d'une cellule de concertation, n'est-ce pas, avec les mairies, n'est-ce pas, avec les collectivités locales, n'est-ce pas, pour avoir des ressources additionnelles permettant de combler le déficit que l'on voit actuellement. Ensuite, effectivement, on doit tout faire pour mettre en place une collaboration entre l'université de Ziguinchor et les collectivités locales. Donc, c'est ce que je disais sur le point précédent. Ensuite, nous avons la mise en place d'une ferme universitaire, n'est-ce pas, pour générer des ressources. Donc, c'est une remarque, effectivement, qui a été notée par un collègue, parce qu'on s'est dit, effectivement, que la région est riche. Donc, pourquoi ne pas tenter de voir quelles sont les possibilités d'avoir une ferme, donc des animaux, donc, ou bien, donc, qui peut permettre à l'institution, effectivement, de diversifier ses activités et d'augmenter davantage ses ressources. Donc là encore, nous revenons sur le point de la valorisation de la recherche-action en fonction des domaines prioritaires qui sont principalement l'agriculture et la pêche. Ensuite, pour le dernier point, donc, nous avons les recherches de financement pour améliorer donc, la gestion budgétaire de l'université. Donc dans ces points-là, nous avons une meilleure responsabilité donc, dans l'utilisation des ressources. Donc, est-ce que l'argent va où elle doit aller? Donc, c'est ça la grande question, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, nous avons constaté que donc, les fonds qui sont dépensés dans le social sont parfois supérieurs aux fonds dépensés au niveau de la pédagogie, n'est-ce pas? On peut se poser des questions à ce niveau. Maintenant, on doit utiliser l'argent de manière efficace et faire de telle sorte qu'au sortir, les étudiants, effectivement, soient opérationnel par rapport aux besoins des institutions de la place. Donc, c'est ce qui est effectivement noté dans le point suivant, une utilisation plus efficace des ressources disponibles, effectivement, dans le but, effectivement, d'allouer donc les ressources et d'augmenter la performance. N'est-ce pas? Aussi, il y a un point qui concerne effectivement la rationalisation donc, des dépenses sociales, qui concerne les budgets, les aides, hébergement, restaurants, etc. Donc la question qu'on s'est posée est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ce point-là et voir pourquoi 80% effectivement des financements des dépenses publiques vont effectivement dans ce poste-là et que les problèmes demeurent. Donc d'où effectivement la remise en cause donc, de ce montant-là ou une meilleure allocation ultérieure par rapport à d'autres points. N'est-ce pas? Et le point le plus important donc, sur lequel on a réfléchi, c'est la possibilité de mettre en place donc, un centre universitaire régional à Ziguinchor. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que là, nous savons que c'est le COUD qui gère en ce moment le centre des œuvres, tout à fait. Donc c'est le COUD qui gère en ce moment effectivement tout ce qui touche au social dans l'université et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas possible effectivement de délocaliser cette activité-là pour qu'on ait d'abord un interlocuteur direct, n'est-ce pas, et que effectivement la rationalisation puisse se faire de manière beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est un point important, donc c'est pourquoi effectivement je l'ai mis en gras, sur lequel on doit prendre une décision
au bon moment. Ensuite, effectivement, on peut réfléchir donc, sur la question d'augmenter les dépenses en pédagogie, donc c'est ce que je disais, les dépenses en pédagogie pour augmenter la qualification des étudiants d'abord, et dans le second point, faire de telle sorte qu'il y ait une compatibilité entre les financements et les objectifs du système LMD. Donc favoriser d'une part la mobilité, n'est-ce pas, et comme nous savons que dans l'institution, on a un déficit de professeurs de rang A, n'est-ce pas, d'où la mise en place d'une politique qui va financer davantage la recherche du point de vue des enseignants dans l'objectif de booster ou bien d'améliorer donc leur niveau de grade. Et le dernier point, effectivement, concerne l'élaboration de stratégies qui va permettre effectivement d'augmenter les ressources propres. Donc pour finir, c'est ce qu'on disait, donc la contribution des ménages, donc c'est la revue à la hausse donc des frais d'inscription. Donc il y a des recommandations qui ont été données par les collègues, donc consistant à la mise en place donc d'une institut supérieur d'enseignement professionnel, comme c'est le cas en ce moment à Thiès. Pourquoi? Parce qu'on a vu que donc, à chaque fois la capacité d'accueil de l'institution est très faible, donc d'où la mise en place d'autres canaux permettant aux étudiants, après l'obtention du bac, de ne pas se diriger uniquement vers l'université. Donc d'où la mise en place de ces institutions-là. Ensuite, on peut donc suggérer de stimuler davantage les fonctions de service, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons une autre recommandation qui concerne la question de réfléchir sur la possibilité de mettre en place un CHU à Ziguinchor. Parce que là, comme nous avons vu que l'hôpital de la Paix est en ce moment en réflexion, donc pourquoi effectivement ne pas se projeter vers l'avenir pour voir quelles sont les modalités et les possibilités effectivement de mettre en place un CHU en accompagnant bien sûr l'UFR Sciences et Santé. Donc tout cela effectivement demande des financements qu'il faudrait mettre en place pour cela. Et le dernier point, c'est accorder des subventions publiques aux formations dont l'offre de travail des diplômés est inférieure à la demande et inversement. Donc nous avons des formations où il y a une demande de travail, mais l'offre n'est pas satisfaisante. Donc d'où la mise en place de politiques qui consistent à inciter les étudiants, supposons, à faire davantage des filières scientifiques que littéraires, de telle sorte qu'au sortir de leur formation, qu'ils puissent avoir du travail. Donc c'est de manière ramassée ce qu'on avait vu et on attend bien sûr vos suggestions et vos remarques. On vous remercie. C'est de rendre compte de la réflexion de l'atelier 4 portant sur l'ouverture et l'international. Il s'agit de casser la coquille de l'université parce que c'est comme une carapace qui l'empêchait de s'ouvrir au monde, à son environnement socio-économico-professionnel. Il s'agissait également de faire en sorte que les facteurs de blocage qui empêchent le monde, l'environnement socio-économico-professionnel, n'est-ce pas, de regarder ce qui se passe au niveau de l'université. Donc, la discussion sémantique étant passée, on s'est dit, la première réflexion, la première question doit être celle qui consiste à savoir de quelle université voulons-nous. Et la réponse a été unanime, une université, n'est-ce pas, où seront développés les savoirs et les savoir-faire. Alors, étant une université où il faut développer les savoirs et les savoir-faire, donc elle doit se préoccuper du développement local. Cela veut dire quoi? Avoir plus de coopération avec les organismes de développement, mais aussi avec d'autres partenaires au développement. La deuxième idée, c'est de réfléchir sur un dispositif fonctionnel. Et on insiste beaucoup sur le mot fonctionnel. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font entre l'université et le monde extérieur, mais des choses qui restent dans les papiers, dans les tiroirs. Donc il fallait insister sur cet aspect-là. Il faut créer un cadre de concertation et d'échange entre l'université, n'est-ce pas, et son environnement socio-économico-professionnel.
L'autre volet, c'est la vulgarisation des résultats de la recherche de l'université. C'est un volet important. Le vice-recteur l'a rappelé ce matin, dans la discussion que nous avons eue au niveau de notre atelier. Il y a beaucoup d'articles qui commencent à être produits sur Ziguinchor, la Casamance de façon générale et le Sénégal, par les enseignants de l'université de Ziguinchor, mais aussi par les étudiants. Est-ce que son environnement est au courant de ces résultats qui peuvent apporter, n'est-ce pas, des solutions idoines, n'est-ce pas, à certains problèmes qui se posent au niveau de la société et de la communauté? Nous savons aussi que les besoins sont là, au niveau des organismes de développement, des collectivités locales. Mais est-ce que l'université est au courant de ces besoins-là? Pas forcément. Il fallait donc, n'est-ce pas, que de part et d'autre, qu'il y ait la vulgarisation de ces données-là, de façon à ce qu'on puisse orienter la recherche vers les besoins les plus adéquats, les besoins spécifiques, n'est-ce pas, de la communauté. Il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'accessibilité, n'est-ce pas, des milieux professionnels à l'université. Et cela, on s'est posé une question. Comment faire intervenir le monde professionnel? La réponse a été unanime. Sur la base de leur expérience, mais aussi sur la capacité à communiquer l'expérience acquise. Et cela est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit dans les textes de l'université que l'université doit appuyer le développement local, nous savons qu'il y a de l'expertise au niveau des autres organisations. Et que le milieu professionnel doit pouvoir, n'est-ce pas, apporter, parce que le savoir-faire, le plus souvent, est détenu par les milieux-là. Il faut donc qu'il y ait un engagement des universités, et je pense que cette question est bien prise en charge par, n'est-ce pas, le système appliqué à l'université de Ziguinchor, le système LMD. Et d'ailleurs, cela a été l'une des raisons, n'est-ce pas, de la mise en place du vice-rectorat chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel. Une ouverture réussie passe par l'implication des différents acteurs dans la mise en place des programmes de formation, mais aussi dans la formation elle-même et dans l'insertion des diplômés. L'université est sur la bonne dynamique, parce que depuis sa création, le monde socio-économico-professionnel est invité à chaque fois que l'université revoit ses programmes, à chaque fois que les programmes sont mis en place pour des niveaux qui n'existent pas encore. Et je pense que ça a été le cas pour les licences, ça a été le cas pour les masters. Mais la question est, est-ce que c'est suffisant? La réponse est peut-être non. Il faut davantage impliquer, n'est-ce pas, les milieux. L'université doit s'ouvrir davantage aussi sur son environnement socio-économique et contribuer à sa transformation. Paradoxalement, la région de Ziguinchor est l'une des régions citées en termes de potentialité naturelle. Mais paradoxalement, c'est là où sévit, n'est-ce pas, la pauvreté. On doit s'interroger. On connaît, il y a des facteurs qui sont à l'origine de ça. Mais l'université doit contribuer, n'est-ce pas, à donner un meilleur visage à son environnement, à travers la recherche et à travers l'innovation. Alors, quel est l'impact des entreprises existantes dans la région sur l'université? La première question qui est sortie, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises à Ziguinchor en tant que région, l'encadrement de façon générale? La réponse est non. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, l'université doit travailler de façon à restaurer le tissu économique et mettre en place des politiques permettant de booster les entreprises locales, voire nationales. Alors, l'ouverture pose aussi un problème juridique par rapport aux collectivités locales, notamment en termes de compétences transférées. C'est un problème qu'il faut résoudre. Chercher à résoudre dans l'acte 3, qui est en réflexion. Parce que les collectivités locales se sont rendues compte qu'il n'y a pas de passerelle créée dans les compétences transférées pour qu'elles puissent apporter leur contribution à l'université. Et l'interrogation, c'est est-ce que la compétence générale, on peut trouver à l'intérieur des éléments qui nous permettent,
n'est-ce pas, qui permettent aux collectivités locales d'apporter des réponses pertinentes par rapport à la construction de l'université. La réflexion est lancée. Il y a aussi la nécessité pour les collectivités locales de prendre en compte l'université dans leurs différents partenariats. Je pense que cela a été évoqué ailleurs. Nous savons que les collectivités locales, je donne 2 exemples tout simplement, on peut les multiplier. Le conseil régional, l'agence régionale de développement, qui ont des carnets d'adresses très bien fournis. Dans leur déplacement, dans leur échange avec les partenaires, ils peuvent inviter l'université, n'est-ce pas, à participer à ces échanges-là, de façon à ce que l'université soit, n'est-ce pas, promue dans sa montée en puissance. Favoriser la création d'incubateurs pour permettre la mise en place d'entreprises. Parce qu'on avait inauguré, on avait assisté à la pose de la première pierre de l'incubateur de l'université. Jusqu'à présent, je pense que ça laisse à l'état de projet. Parce que quand on parle de booster le tissu social, le tissu économique, il faut aller vers, n'est-ce pas, la mise en place effective de cet incubateur de façon à ce que l'entrepreneuriat soit effectif au niveau de l'université, ce qui n'est pas encore le cas à mon avis. Renforcer la communication entre l'université et son environnement socio-économique. C'est une réalité. Les mondes s'ignorent. Il faut faire de sorte qu'il y ait des échanges qui permettent aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. S'il n'y a pas cette communication, n'est-ce pas, il y a problème. L'université va rester dans son carcan, l'autre monde aussi va rester dans son carcan, et les gens vont se regarder en chien de faïence. Ce qui n'est pas souhaité, n'est-ce pas, dans ce genre de situation. L'autre conclusion forte retenue par le groupe, c'est qu'il faut une réponse institutionnelle forte par rapport à la question de l'ouverture de l'université. Réformer les textes de l'université pour affirmer davantage son ancrage territorial en termes de recherche et de résolution des problèmes locaux et nationaux. Revoir le mode de fonctionnement de l'université pour mieux prendre en charge les préoccupations des acteurs locaux. Exemple, unité mixte de formation. Nous savons qu'il n'y a pas que l'université dans la recherche. Il y a d'autres structures de recherche. À l'image des pays développés, où il y a quand même des passerelles très fortes qui sont créées entre les différents acteurs qui s'investissent pour le développement. L'autre élément évoqué dans la réflexion du groupe, c'est de revoir le mode de financement des universités. Là, nous faisons un clin d'œil au groupe financement. Parce que le groupe s'est dit, mais tiens, la communauté a ses besoins. L'université a une expertise. Les collectivités locales peuvent se regrouper, dire à l'université, nous avons nos besoins. Et dans le cadre de nos partenariats, nous avons des moyens. Essayons de s'engager mutuellement de façon à ce qu'on crée genre CDP. Et là, nous l'avons appelé contrat plan de développement. N'est-ce pas? CPD. Pas CDP, mais CPD. Et c'est important. Les communautés vont dire, voilà l'université, voilà les moyens. Voilà nos besoins en termes de recherche appliquée. L'université dit oui, on va prendre les moyens, mais nous engageons à respecter ceci ou cela. Effectivement, ce que le gouvernement, à travers la Banque mondiale, fait faire aujourd'hui aux universités. Et ça permet d'aller plus loin dans la prise en compte des préoccupations en termes de développement. Alors, le dernier point sur l'ouverture. L'université doit s'approprier du projet territorialisation et pôle de croissance de la Casamance initié par l'État du Sénégal. L'État, à travers, n'est-ce pas, ses démembrements, est en train de réfléchir sur le comment, n'est-ce pas, mieux prendre en charge les questions de développement en fonction des spécificités. Et ça a été dit au niveau du Conseil des ministres, ou je ne sais pas dans quelle instance récemment, pour le développement. Et d'ailleurs, ça rejoint, n'est-ce pas, les stratégies de croissance accélérée à travers les différentes grappes, n'est-ce pas, proposées par l'État. Alors voilà, la réflexion n'est pas achevée, c'est les idées, n'est-ce pas, produites par un groupe
et qui sont censés être enrichis par les uns et les autres ici présents. Le deuxième élément sur lequel nous avions été invités à réfléchir, c'est l'international. Université dans université, il y a universalité. Et l'universalité, aujourd'hui, donne une dimension fondamentale aux structures de formation. Quand on parle du système LMD, c'est un système initié par le monde anglo-saxon et qu'aujourd'hui, partagé par l'ensemble de la communauté mondiale, de façon à créer des passerelles en termes de mobilité des étudiants, en termes de mobilité des étudiants, des enseignants, mais aussi des personnels techniques et de services, administratifs, techniques et de services. Et d'ailleurs, c'est le premier point sur lequel, n'est-ce pas, on a insisté en disant il faut plus de mobilité parce que ça permet de partager, d'échanger, de voir ce qui se fait de mieux ailleurs. Et je donne un exemple pertinent. Le projet éducation et recherche en agriculture, qui consiste à renforcer les capacités des institutions partenaires en termes de recherche agricole. Et organise un certain nombre de voyages, aussi bien pour les institutions partenaires, mais aussi pour le monde privé, de façon à les faire découvrir ce qui se fait ailleurs. Et il y a une symbiose, une synchronisation, n'est-ce pas, des passerelles extraordinaires entre le monde de la formation et les réalités sur le terrain. Parce que tant qu'il n'y a pas cette adéquation, les problèmes demeureront entiers. Le deuxième élément sur lequel nous avions insisté, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'accords, de partenariats qui sont signés entre l'Université de Ziguinchor et les universités étrangères. Mais que sont devenus ces accords? Il y a un manque d'opérationnalité. Il faut les rendre beaucoup plus opérationnels. Le deuxième aspect, c'est promouvoir la participation de l'université aux manifestations scientifiques internationales et faire de sorte que l'université elle-même organise des manifestations scientifiques internationales. Nous en avons quelques-unes, mais ce n'est pas encore suffisant. On peut citer Casamance, n'est-ce pas, qui s'oriente davantage vers les questions des énergies renouvelables et de l'environnement. Nous avons aussi les journées internationales des mathématiques. Nous avons les journées de la science, etc., pour ne citer que ces exemples-là. N'est-ce pas? L'exemple du colloque aussi sur le Marno, etc. Et le dernier colloque qui a été organisé sur l'immigration internationale. Ce sont des exemples, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'université crée, n'est-ce pas, ces possibilités-là, n'est-ce pas, pour que les collègues, les étudiants et autres, n'est-ce pas, structures puissent participer pleinement à ces manifestations internationales. Créer des formations communes entre les universités, avec les universités étrangères, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la formation est un monde assez universel, si je peux m'exprimer ainsi. Créer des formations communes avec les universités étrangères renforce la promotion de l'université, renforce sa crédibilité. Il y a des jalons qui sont déjà posés dans les masters de l'intervention des universités étrangères, européennes, américaines et africaines. C'est une bonne chose, mais il faut aller au-delà. Parce que bientôt, la question des formations doctorales va se poser, n'est-ce pas? Alors l'autre volet, c'est renforcer la formation ouverte et à distance. La préoccupation majeure du gouvernement aujourd'hui, c'est que faire des jeunes bacheliers qui viennent presque toutes les semaines nous perturber. Ils ont raison. Peut-être, là je pèse mes mots. Alors, les formations ouvertes et à distance permettent, n'est-ce pas, à l'étudiant d'être dans n'importe quelle position géographique et de participer et de se former. Et je pense que l'université a posé les jalons en créant, n'est-ce pas, un service de la formation à distance. Et à travers ce partenariat aussi avec l'AUF, n'est-ce pas, un certain nombre de formations se font au niveau de l'université. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer parce que ces formations-là ont des exigences en termes de moyens, en termes de logistique. N'est-ce pas? Alors, l'autre réflexion du groupe par rapport à l'international, c'est d'impliquer la diaspora dans la montée en puissance de l'université. Nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger et qui s'investissent dans beaucoup d'organisations et qui peuvent apporter énormément à nos universités. L'autre réflexion, c'est aider les producteurs locaux
à s'ouvrir au marché international à travers la labellisation des produits. C'est une dimension fondamentale. Quand on parle de Casamance, on parle de sa richesse naturelle, de sa production, en termes de fruits, en termes d'autres produits. En termes d'autres produits, excusez-moi. C'est l'enseignant, parce que... Et aujourd'hui, il y a une occasion qui nous est offerte. Un de mes prédécesseurs à cette tribune-là a parlé du département d'agroforesterie, qui est une innovation. Une innovation. Aujourd'hui, combien de produits pourrissent dans la nature? Il y a de braves femmes qui s'investissent dans la transformation. Mais l'université, n'est-ce pas, à travers son expertise, pour contribuer à former ces femmes-là, à travers son partenariat avec d'autres structures, pour faire de telle sorte aujourd'hui que les produits aient un label internationalement reconnu. C'est le travail de l'université. Elle doit le faire. Et avec ses partenaires. Alors, l'autre élément, c'est que les collectivités locales doivent impliquer davantage l'université dans la mise en place de la coopération décentralisée. Ça, c'est ressorti dans l'une des présentations. Les collectivités locales, à travers la coopération, à travers leur partenariat, doivent mettre leur carnet d'adresse, on insiste sur ça, à la disposition de l'université, pour que celle-ci puisse, à terme, apporter sa contribution à l'édification, n'est-ce pas, économico-sociale de notre belle région. Voilà, en quelque sorte, la synthèse de la réflexion, n'est-ce pas, menée au sein du groupe, n'est-ce pas, ouverture et internationale. Bonjour. Je m'en vais donc vous présenter l'atelier Recherche-Innovation, dirigé par le professeur Omar Sall, vice-recteur chargé de la recherche et du monde professionnel. Donc, dans cet atelier, nous avons réfléchi sur 4 objectifs spécifiques. Sur chaque objectif, il y a des actions à prendre et aussi, en dernière colonne, vous avez les acteurs concernant. Dans l'organisation de la recherche, il y a créer un cadre permanent de planification, de programmation et suivi et de prospective pour la recherche. L'activité de la recherche exige donc un potentiel humain et des moyens sur le long terme, d'où la nécessité d'une loi de programmation pluriannuelle respectant l'hétérogénéité des disciplines, la durée de vie des problématiques et des phénomènes étudiés. Ce cadre donc doit permettre la mise en place de mécanismes permettant d'identifier les problèmes de la société, de définir les méthodes de travail dans les organisations et d'assurer le suivi de leurs décisions. Le ministère en charge de la recherche doit jouer pleinement son rôle d'impulsion et de coordination des actions de recherche menées dans tous les ministères, à savoir santé, industrie, agriculture, etc. Ce ministère donc doit jouer un rôle central dans la perspective et la mise en œuvre d'une politique de recherche au niveau interministériel et ne doit pas effectuer un pilotage direct de la recherche en gérant seuls les crédits incitatifs ou en imposant unilatéralement ses orientations. Vous avez en deuxième petit B, améliorer les liens avec les médias. La culture scientifique a besoin des médias pour sa diffusion. Des chercheurs et enseignants-chercheurs pourraient se consacrer à une fonction de médiateur vulgarisateur de sciences et s'impliquer dans l'organisation des débats en liaison avec les médias et les acteurs de la société civile, créer un pôle de journalistes spécialisés à la diffusion des travaux scientifiques, renforcer les cellules de communication des universités et des instituts de recherche. Les acteurs concernés, c'est l'université et les cellules de presse. Créer ou réactualiser la base de données du potentiel scientifique et technique du Sénégal et identifier les personnes ressources. Créer des pôles de recherche pour l'amélioration du cadre d'échange et d'information entre les universités et la société, qu'on appelle PREASUS. La mission principale est de s'inscrire dans une logique
d'aménagement du territoire en matière de recherche, en relation avec le tissu socio-économique local. Le processus donc devra permettre d'abord une meilleure lisibilité de l'offre de formation et de la politique de recherche, harmoniser les efforts de recherche menés par les différents opérateurs, éventuellement en relation avec les laboratoires privés et les organismes de développement de la place. Comme acteurs, les acteurs qui doivent intervenir, gouvernement, universités et instituts de recherche. Pour le deuxième objectif spécifique qui est la structure de la recherche universitaire, l'action à mener est mettre en place d'abord des formations doctorales et des écoles doctorales. Les formations et écoles doctorales permettraient de remédier aux faiblesses du système de recherche dans sa forme actuelle. Ces faiblesses résistent en partie dans l'absence de mise en cohérence des évaluations faites à différents niveaux, laboratoire, personnel, recrutement, etc. À court terme, créer des écoles doctorales dans chaque université et envisager des écoles doctorales nationales à long terme. Les acteurs, universités, ministères, entreprises, etc. Favoriser la création d'équipes de recherche. Ces équipes de recherche pluridisciplinaires doivent être formées en fonction des champs et des thématiques de recherche. Accroître les portes et améliorer les conditions de travail. Augmenter le nombre de postes d'enseignants-chercheurs dans les universités, améliorer leurs conditions de travail. Équiper et financer les laboratoires de recherche. Les laboratoires de recherche définissent l'évolution de leurs thématiques. Ils doivent avoir des moyens de réaliser leurs projets, d'accueillir de nouveaux membres. L'UFR dont dépend le laboratoire se prononce sur l'adéquation de la demande financière et la capacité du laboratoire à mener ces projets sur la base de leur activité scientifique et de leurs moyens humains et financiers. Le cas échéant, l'UFR identifie les thématiques méritant un soutien et émet des suggestions quant au devenir du laboratoire dont le bilan a été jugé insuffisant. Le vice-rectorat chargé de la recherche fonde donc sa décision de financement sur l'évaluation faite par l'UFR. Mettre aussi en place une politique d'accès à l'information scientifique et technique. Il s'agit ici de positionner les structures documentaires, par exemple bibliothèques universitaires, dans le dispositif d'enseignement et de recherche. Mettre à la disposition de chaque laboratoire une salle de séminaire, créer un cadre favorisant la baisse des charges horaires non statutaires des enseignants-chercheurs. Ce cadre permettra aux enseignants-chercheurs de consacrer plus de leur temps à la recherche. Mettre en place un système de tutorat. Ce système permettra aux étudiants en master et aux doctorants de s'initier au métier de l'enseignant-chercheur. Mutualiser les moyens matériels et logistiques dans les structures fédératives, et cette mutualisation facilitera l'établissement de collaborations intra- et extra-muraux. Troisième objectif, c'est la valorisation des chercheurs et des résultats de recherche. Augmenter la production scientifique du chercheur en l'intéressant directement par la valorisation de ses travaux scientifiques. Assurer l'attractivité des métiers de la recherche. La rémunération donc doit augmenter pour assurer la reconnaissance d'une formation longue et difficile. Organiser la coopération sur des centres d'intérêt communs à l'incitation à la mise en place des projets conjoints de développement. Et enfin, la quatrième partie, qui est un financement et environnement de la recherche. Renforcer les moyens financiers du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, qu'on appelle FUST. Améliorer l'accessibilité au Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. Favoriser la création des fondations universitaires. Une des missions est de mobiliser des ressources pour le financement de la recherche. Créer un comité de financement des projets. Ce comité de financement de projets sera rattaché au vice-rectorat chargé de la recherche, aura deux objectifs. Le financement des programmes thématiques définis par les partenaires ou par l'État via le ministère. Ces programmes prennent en compte les expressions de la société et devraient favoriser les interactions entre universités et monde socio-économique.
Le financement de projets émanant directement de la communauté des chercheurs de manière à favoriser les initiatives de grande qualité. L'évaluation de ces projets se fondera sur des critères scientifiques de qualité et d'originalité sur l'apport du projet au progrès des connaissances ou des techniques. En petit e, faciliter au sein d'une école doctorale le partenariat entre chercheurs et opérateurs économiques. Améliorer l'environnement de la recherche par une augmentation des budgets des structures documentaires, dont les normes de l'UNESCO est de 8%, au moins du budget de l'université, qui permettra leur mise à niveau, notamment par l'accès aux TIC. Sachant que les TIC participent à la vulgarisation des résultats des chercheurs en mettant en place des bases de données des publications des chercheurs. Et enfin, en G, demander l'appui des collectivités dont les acteurs sont la collectivité. Je vous remercie. Par rapport au travail qui a été demandé, il s'agissait de travailler sur l'offre de formation, l'accès à l'enseignement supérieur, la qualité de l'enseignement supérieur et quatre adéquations avec le marché du travail. Donc par rapport à ça, je ne sais pas si c'est le groupe ou bien c'est les spécialistes qui ont élaboré les TDR. À mon avis, il fallait aussi réfléchir par rapport à l'accès. L'accès. Parce que présentement, il y a un grand problème. Bon, un grand problème au niveau de l'université. L'accès lié à l'accueil surtout par rapport à l'accueil. Donc là, il faudrait peut-être des stratégies pour interroger l'État par rapport au BCI, mais surtout pour interroger les partenaires techniques financiers. Ils ont fait beaucoup de choses au niveau des années passées, surtout par rapport à l'enseignement moyen et secondaire, ouvrir des lycées, des CEM partout, mais pour les universités, il n'y a rien. Donc à ce niveau, il faut penser à cela par rapport à l'accès surtout. Donc là, peut-être la question est adressée aux spécialistes qui ont élaboré les terrains pour penser quelque chose à ce niveau. Je vous remercie. Je crois que c'est l'atelier numéro 3. Je crois qu'il y a intérêt à stabiliser les grandes recommandations et propositions qui sont retenues. On constate au plan de la forme qu'il y a beaucoup de rigidités et autres, et il serait mieux vraiment de stabiliser. Pourquoi d'ailleurs ça a été l'atelier où le compte rendu a été le plus long. Je pense qu'il faut effectivement le faire. Pour l'atelier 1, je pense que l'approche aurait pu être aussi une approche systémique. L'enseignement supérieur n'est pas en singleton. Si on prend en amont au moins le moyen et le secondaire, il est important que les propositions de réforme envisagées au niveau supérieur puissent en amont être réglées au niveau secondaire. Sinon, malheureusement, c'est le grand problème. Donc, il est bon qu'un coup d'œil, ce soit un bon prétexte pour un coup d'œil en amont à l'enseignement moyen et secondaire. Sinon, malheureusement, c'est la reconduction de l'État hanté. Je crois que ça, c'est important. M. Tidjane Sané, pour son atelier, a évoqué le fait que, donc, pour l'enseignement, l'objectif pour le type de produit, c'est quelqu'un doté d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Je voudrais compléter en disant que pour ce qui concerne la loi d'orientation de 91, si je m'abuse, sous le contrôle de M. l'inspecteur de l'Académie, c'est à la fois le savoir-être, le savoir-faire, que le savoir-devenir. Et il est important que cela soit pris en charge parce que ça peut avoir ensuite des incidences sur le type de produit que l'on attend de l'université à la sortie. Et ça a été dit, en permettant aux étudiants des écoles privées, des universités privées, de se présenter aux concours nationaux de l'État. Ça a été dit, je pense que